Merci d'avoir accepté de faire cet entretien avec nous aujourd'hui à Grenoble. Donc on avait plusieurs questions en rapport avec l'actualité en cours en France et à l'international. Donc tout d'abord, depuis plusieurs semaines, on voit que le pouvoir socialiste enchaîne les revers et les couacs. La défaite aux européennes, aux municipales, l'explosion du gouvernement Valls, le faux Bictevnou, etc. Comment analysez-vous la déliquescence actuelle du système politique français ? On peut l'analyser par le fait que le mode de recrutement n'est pas méritocratique. Il est plutôt communautariste. Et en fait, il se fait sur la base, non pas en fait du travail réel, bon, même s'il faut un tout petit peu travailler pour sortir de l'ENA, enfin il faut même beaucoup travailler, mais disons que ensuite, sur la base de quelqu'un qui a réussi un concours, en fait, pourquoi telle personne ira encore plus loin et pourquoi en fait exercera-t-elle du pouvoir? Là, à ce niveau-là, ce n'est plus un recrutement méritocratique. Donc, il y a en fait un fossé croissant entre les capacités réelles des individus et les tâches qu'on leur donne à accomplir. Et qui s'exprime là, enfin qui se voit maintenant à l'œil nu, alors que peut-être qu'auparavant il était un peu mieux dissimulé. Mais donc là, l'inféodation donc à des communautarismes se voit à l'œil nu, et l'incapacité structurelle de cette oligarchie qui donc en fait n'est pas en état de travailler correctement, se voit également. Il faut ensuite ajouter à cela le fait que il n'y a pas que de l'incapacité, il y a aussi une véritable méthodologie de destruction, c'est-à-dire que en fait cette oligarchie ne se contente pas de faire des erreurs, elle fait des erreurs volontaires. Donc il faut combiner tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs liées donc au mode de recrutement qui n'est plus méritocratique mais communautariste, et il y a des erreurs qui sont faites volontairement pour détruire. C'est toute la thématique de la gouvernance par le chaos, et qui en fait obéit en fait à un projet particulier de déconstruction des entités politiques préexistantes pour les aligner sur le mondialisme et l'abolition des frontières, et donc le capitalisme sans frontières, le capitalisme est par nature sans frontières. Et voilà, tout ça se combine, donc mauvais recrutement, incapacité et erreur volontaire qui aboutissent à cette situation pré-insurrectionnelle que nous connaissons en France. Très bien. Récemment, le centre des impôts de Morlaix a été incendié par des paysans excédés. Pensez-vous que la France est au bord d'une explosion sociale spontanée, non encadrée par les polices syndicales et donc difficilement gérable par le pouvoir, au final? Je pense qu'il n'y a jamais eu de révolution spontanée. Jamais. Du moins qui est réussi. Si on regarde l'histoire, on voit bien que 1789 se préparait depuis des dizaines d'années, en France et en Angleterre, qui avaient des sociétés de pensée, des francs-maçonneries, etc., et puis qui sont à l'origine de 1789. C'est Camille Desmoulins qui parlait, je crois en 1792, des machinistes de la Révolution. Il était bien placé pour les connaître. Donc en fait les révolutions sont toujours accomplies par des minorités actives, et donc c'est avec le soutien du peuple, mais le soutien, c'est aussi, alors là par contre j'ai oublié, mais c'est Talleyrand qui disait agiter le peuple avant de s'en servir. Voilà. Donc il n'y a jamais rien de spontané. Alors on donne l'exemple de la Commune, qui serait donc un exemple de révolution spontanée, mais ça a foiré. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Donc quand ça réussit, c'est que ce sont des minorités actives, éventuellement avec un soutien étranger, même très souvent, et quand c'est spontané, ça échoue.
Donc, dans ces conditions, comme les minorités actives en France sont plutôt répressives et sont pas du côté d'une révolution éventuelle, je ne pense pas qu'on se dirige. Enfin, c'est pas que je pense pas, c'est que là, les forces en présence ne sont pas là, tout simplement, pour qu'il y ait un mouvement de type révolutionnaire structuré, évidemment, sinon ça sert à rien. Structuré et qui ensuite s'empare du pouvoir. Alors, on parle de putsch accompli par des militaires, royalistes par exemple, où ça a l'air sympathique sur le papier, mais on en parle depuis un certain temps, on ne voit pas venir, c'est l'Arlésienne. Pourquoi pas, oui, mais là encore une fois, il faut être vigilant parce que il y a des vrais putschs et des faux putschs. Encore une fois, l'exemple de l'Ukraine doit nous servir de leçon. Là, on a affaire à un faux putsch. En fait, il y en a eu 2 à 10 ans d'intervalle. La révolution orange était déjà un faux putsch, entièrement contrôlé par Washington, et puis la finance cosmopolite, George Soros, etc. Et puis, 10 ans plus tard, du fait que l'Ukraine s'était rétablie, voilà, Washington, Tel Aviv, etc. Enfin bref, tous les réseaux qui ont intérêt à prendre le contrôle de l'Ukraine ont recommencé, mais en plus violent encore, en allant plus loin. Donc voilà, il faut être extrêmement vigilant. C'est ce que j'ai dit quand j'ai été en contact avec des gens qui soutenaient l'idée du putsch, du coup d'État. Il faut vraiment faire attention à ce que ce ne soit pas un faux coup d'État, un faux putsch et qui aggraverait la situation. Voilà, je réponds pas exactement à la question en fait, mais je veux dire, je pense que pour répondre à la question, il faut, comment dire ça, enfin des prérequis en fait, enfin méthodologiques, c'est-à-dire qu'il faut savoir que il n'y a pas de révolution spontanée, ça n'existe pas. Et que ensuite, quand il y en a, est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse? Voilà. Là, pour l'instant, moi, j'en reste là. Maintenant, si effectivement, il s'avère que on a pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une vraie révolution en France, qui aille dans le bon sens, évidemment. Il faudra la soutenir, oui, c'est évident. Donc, gouverné par le chaos, vous suggérez vivement d'abattre l'oligarchie transnationale au pouvoir par un travail de sape invisible, en quelque sorte pirater le pirate. Pensez-vous que ce qu'on appelle aujourd'hui la dissidence se situe dans cette veine? Et comment aller plus loin que simplement de la réinformation et de la lecture proposée par cette même dissidence, alors oui, donc moi je me considère pas comme dissident, je sais pas, enfin parce que tout de suite ça évoque des images un peu romantiques, effectivement de révolutionnaires sur les barricades, et effectivement à l'examen on se rend compte que ce sont généralement des mises en scène ou que c'est pas réel, enfin c'est pas sincère. Moi c'est vrai que la dissidence, en fait, c'est quelque chose. Je sais pas quoi en penser, en fait. C'est pas mon truc. Enfin moi, je suis pour le juste milieu. Je suis pas révolutionnaire sur le fond. En réalité, la révolution, on voit, est toujours. La révolution en général est en fait mise en place par le capital lui-même pour accélérer son programme. Donc à partir de là, je me positionne pas, je me considère pas comme révolutionnaire ni comme dissident, mais ça veut pas dire que je suis bien là où je suis, enfin dans l'état actuel des choses. Donc pour en quelque sorte malgré tout renverser la vapeur, renverser le système, je pense qu'effectivement, il faut s'inspirer des gens qui ont le pouvoir. On se rend compte qu'ils procèdent en réseau, c'est-à-dire et par infiltration. C'est pour ça que je pense qu'une dissidence, ou du moins en fait une critique du système efficace doit se faire au cœur du système et pas dans la rue. Parce que quand ça se passe dans la rue, c'est bidon.
en général. Hein. C'est bidon ou alors c'est semi bidon quoi. C'est pour faire des images aussi, pour commencer à écrire la légende de tel ou tel événement. Et je pense que le vrai pouvoir s'exerce de façon invisible ou semi-visible et au cœur de l'institution, et qu'il faut procéder à la manière des réseaux d'influence, de renseignement, hein, ou même des sociétés secrètes, hein, franc-maçonnerie ou autres, hein, n'importe lesquelles, qui travaillent de façon effectivement, je dirais, invisible. En évitant tout le côté spectaculaire, qui lui sert en général plutôt à faire diversion, ou du moins à mettre en scène et de façon émotionnelle, et ça relève du faux-nez en réalité, en fait, hein, c'est plutôt que de l'efficacité réelle. Les médias ont largement mis en scène l'exécution de M. Gourdel, récemment exécuté en Algérie. Le scénario macabre était parfait. Le début des frappes françaises en Irak, l'enlèvement en Algérie, la vidéo ultimatum avec les barbus djihadistes, le discours de Hollande à l'ONU et la peur sur la France avec le retour des djihadistes français, entre guillemets. Est-ce qu'on est rentré en pleine guerre de 4e génération? Parce que là, on a basculé. On y est depuis longtemps, hein, déjà. Alors concernant les vidéos de décapitation, ou même encore avant les vidéos de Ben Laden, il faut regarder du côté de quelqu'un qui s'appelle Rita Katz. Rita comme son prénom, comme Rita Mitsuko. Katz, K-A-T-Z, et de son institut, dont l'acronyme est SITE, en anglais, S-I-T-E. Et en fait, c'est donc cette personne et son organisation qui diffuse les vidéos d'islamistes, entre guillemets, évidemment, depuis un certain temps, depuis au moins 10 ans, quoi. Et alors, elle prétend donc repérer les vidéos et puis donc les diffuser ensuite, avant même que les soi-disant islamistes aient eu le temps de le faire. À quoi ça rime, à quoi ça sert? Quand on s'intéresse au profil de Madame Katz et puis de son organisation, on se rend compte que qu'elle a la double nationalité américano-israélienne, qu'elle est de confession juive, et que son organisation manifestement est assez proche du Mossad, et puis de la CIA aussi, hein, tant qu'à faire. Donc de là à se dire que ces vidéos de décapitation ne sont pas simplement diffusées par un site, mais qu'elles sont faites en studio avec des acteurs israéliens ou américains ou je ne sais quoi, par cette même organisation, il n'y a qu'un pas qu'à mon avis il faut franchir. Les dernières décapitations, encore une fois avec beaucoup de guillemets, que ce soit de Hervé Gourdel ou de Sotov et des deux ou trois Américains, là, Follet, oui, voilà, oui. Bon, manifestement, ce sont des scénettes tournées en studio. Je sais pas, les couleurs sont bizarres. Enfin, je veux dire, tout est bizarre. Hein, c'est bon, ça évidemment. Alors, par ailleurs, il y a des vidéos apparemment là aussi, pour le coup, de vraies décapitations commises par des djihadistes en Syrie. Mais là, on connaît l'histoire. Hein. Bon, je veux dire, là, eux ont été amenés là aussi par la CIA, par le Mossad. Et se sponsoriser entièrement, là en plus aussi par le gouvernement français, enfin par les services secrets et dans le cadre d'opérations clandestines pour faire tomber Bachar el-Assad et son gouvernement légal. Si on met bout à bout en fait ce qui relève de la pure mise en scène et du sketch tourné en studio et les vraies horreurs filmées sponsorisées par les États occidentaux, on en conclut que globalement on est effectivement dans une guerre de 4e génération où l'image, les médias jouent un rôle crucial.
qui a pratiquement le même rôle qu'une armée, enfin qu'une arme, au sens où, où on distingue les trois armes, donc de l'air, de terre et de mer, et la quatrième arme, celle des médias, qui vient s'immiscer là-dedans, et qui est pratiquement, je dirais même à l'avant-garde, en fait, qui précède les autres, pour ainsi dire, puisqu'elle joue le rôle de déclencheur. L'arme médiatique déclenche l'activation des trois autres. Donc là, on est vraiment dans la G4G, oui. Avec son engagement total au service des États-Unis en Irak, l'oligarchie française n'a-t-elle pas fini par rejoindre la logique du choc des civilisations ? On se dirige vers ça, oui. Ouais. On baigne là-dedans depuis le 11 septembre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, faut pas se lamenter et dire non, faut réagir. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on a fait le constat que, effectivement, il y a des minorités actives très puissantes, au Mossad, à la CIA, etc., ou même à la DGSE, qui veulent déclencher un choc des civilisations au niveau mondial, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, là-dessus, ce qu'il faut, c'est se constituer en force de communication alternative, aux médias de la G4G, ce que fait Égalité Réconciliation, ce que font d'autres sites aussi très bien, et puis ce qu'on peut faire chacun dans son entourage. C'est-à-dire auprès de la famille ou auprès des amis. Et donc pour contrebalancer la désinformation et contrebalancer l'espèce de monde virtuel, de fiction dans laquelle on veut nous entraîner. Pour ça, il faut garder présent. En fait, ce qu'il faut, c'est rembobiner la cassette au 10 septembre 2001 et se remettre dans les conditions psychologiques et émotionnelles du 10 septembre 2001, c'est-à-dire avant l'événement cardinal qui lança la théorie du complot islamiste et du choc des civilisations et du retour du religieux. Il faut se remettre dans ces conditions-là, c'est-à-dire à une époque où certains débats n'étaient pas aussi largement diffusés, certaines thématiques. Donc choc des civilisations, etc. Je répète. Il faut en fait se reconditionner sur cette base-là pour en quelque sorte voir l'ennemi triangulé, puisqu'on est dans un conflit triangulé, c'est-à-dire le choc des civilisations met en scène donc des chrétiens contre des musulmans. Le problème, c'est que alors là, donc il y a effectivement une troisième voire une quatrième religion qui ne sont pas nommées. Qui joue un rôle là-dedans aussi. Et donc cette triangulation nous oblige à voir un ennemi qui est largement fictif et qui est mis en scène, avec une mise en scène triangulée par le sommet du triangle. À partir de là, effectivement, il faut revenir aux conditions d'avant cette triangulation et il faut se remettre faut oublier, en fait, tout simplement, maintenant 15 ans d'histoire médiatique, 15 ans de storytelling, 15 ans de narration, de scénarisation du choc des civilisations. Il faut les oublier volontairement. Il faut faire un effort d'amnésie volontaire. C'est un peu bizarre, mais c'est nécessaire, je pense. C'est salutaire surtout. On se nettoie la tête, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aborder la question du rapport entre les religions de façon saine et réaliste. C'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Sinon, c'est même pas la peine, puisque le débat sera parasité par toutes les représentations médiatiques qui ont découlé du 11 septembre jusqu'à aujourd'hui, et donc le lancement de l'État islamique que la CIA a annoncé en 2004 dans un ouvrage qui a été préfacé par Alexandre Adler,
C'était la CIA annonçait l'arrivée, enfin l'avènement d'un califat dans la région, précisément là où il est arrivé 10 ans plus tard. Là aussi, hein, entre, je dirais, la prédiction et la réalisation, c'est parfois l'espace est parfois très mince, voire inexistant. Donc il est évident que l'État islamique, là, les preuves commencent à sortir. Hein. Là, il y a notamment le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Nabil Naïm sur une télé libanaise et qui explique qu'il était à Al-Qaïda dans les années 80 pour booter les soviétiques hors d'Afghanistan, et que quand le job a été fait, c'est tout, il a arrêté, quoi. Al-Qaïda servait à ça dans les années 80. Avec évidemment le patronage de Brzezinski et voilà. Et quand les soviétiques ont été rejetés, boutés hors d'Afghanistan, il est passé à autre chose, mais il a vu l'organisation où il était continuer à exister malgré tout. Et là, à ce niveau-là, sans raison. En même temps, l'expérience des opérations clandestines, etc., des commandos était acquise, et l'organisation pouvait être récupérée par d'autres patrons pour l'exploiter à d'autres fins. Voilà. Et il explique bien que c'est un entretien qui dure facilement 45 minutes et qui dit effectivement l'État islamique, c'est une création en fait de la en gros des services de renseignement américains, israéliens et aussi des pétromonarchies. Tout ça dans une perspective en fait qui est décrite notamment par Pierre Hillard dans la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, pour en fait redécouper le Moyen-Orient en petits États insignifiants et faibles. C'est ce qu'on appelle, ce que les Américains ont appelé le remodelage du Grand Moyen-Orient, qui s'étend donc du Maroc jusqu'au Pakistan, et dont le centre névralgique aujourd'hui est dans la zone où l'État islamique a été implanté par ces mêmes services de renseignement occidentaux. La Syrie, l'Irak, l'Ukraine, les îles sino-japonaises, aujourd'hui Hong Kong, on voit que les lignes de fracture se multiplient. Est-ce qu'on est au bord d'un conflit mondial généralisé, et qui en profiterait, pour quelle finalité finalement? Alors, nous ne sommes pas au bord d'un conflit généralisé, nous y sommes déjà dedans. C'est-à-dire que en fait, la guerre, Troisième Guerre mondiale, l'Armageddon, ou en fait la bataille finale, nous y sommes. C'est en ce moment, c'est aujourd'hui. C'est pas à venir. Donc toute la préparation, nous ne sommes plus dans les préparatifs. Et donc, mais c'est pas fini, malheureusement. Mais il faut pas se leurrer sur effectivement la chronologie des événements. Nous sommes dedans, en plein dedans. Là, la France n'a pas encore basculé dans le chaos complet, mais c'est pas une raison pour penser que nous ne sommes pas dans ce chaos généralisé. Il est déjà implémenté, et on le voit en fait effectivement. Il se passe pas un mois sans qu'il y ait un nouveau conflit quelque part dans le monde. Et quand on reconstitue, alors dans un premier temps, effectivement, on est un petit peu sceptique, pas sceptique, mais perplexe. On se demande d'où ça vient, à quoi ça sert. Quand j'ai vu là au printemps se mettre en place l'État islamique, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc encore. En faisant quelques recherches, on se rend compte assez rapidement d'où ça vient, qui tire les ficelles. Là, manifestement, c'est pour avoir un prétexte pour bombarder la Syrie et l'Irak. Alors l'Irak, pour rebombarder l'Irak en fait, qui était en train d'échapper aux États-Unis pour commencer à créer des liens avec l'Iran notamment.
Et donc puis la Syrie donc qui résiste effectivement enfin là depuis longtemps à l'impérialisme occidental. Et ça sert à au Proche-Orient, il faut absolument faire tomber la Syrie. Ça c'est une condition sine qua non pour continuer à progresser. Pour les Occidentaux, hein, pour les Atlantistes, précisément. L'Ukraine, c'est exactement la même finalité. Hein, c'est pour attaquer la Russie dans un deuxième temps. Bon, voilà. Enfin, tout ça est finalement assez banal. Mais c'est pareil. Bon, l'Ukraine au début, j'ai regardé ça en me demandant qu'est-ce qui se passe. Et puis, quand on fait des recherches, maintenant, en fait, nous n'avons plus d'excuses pour nous laisser berner. Nous avons, le média qui s'appelle Internet permet, si on veut, de pouvoir se réinformer avec un niveau d'acuité qui est le même que celui d'un professionnel du renseignement. C'est possible. Aujourd'hui, on peut même être mieux informé qu'un chef d'État. C'est du domaine du possible, puisque les chefs d'État eux-mêmes sont surveillés en permanence, et faut pas s'imaginer en fait, toutes leurs connexions Internet sont enregistrées, sont surveillées. Donc en réalité, on est peut-être plus libre même qu'un chef d'État aujourd'hui, avec une connexion Internet domestique. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'arriver à un niveau d'information qui, il y a encore 10 ans, était celui de professionnels du renseignement. C'est possible. Si on ne le fait pas, c'est que soit on a une idée derrière la tête, qu'on a intérêt à faire de la désinformation, ou alors que vraiment on n'a rien dans le crâne, quoi. Enfin, qu'on est vraiment très très paresseux. Après, il y a aussi les gens qui n'ont pas l'habitude de ça, qui font confiance à la télé, c'est-à-dire des gens d'une génération antérieure peut-être, qui n'ont pas vécu, en fait, qui découvrent Internet depuis 5 ans, eux-mêmes en ont 60, 70. Bon, voilà, eux, ils ont des excuses. Mais je veux dire, quand on est, quand on a entre 20 et 40 ans, on a même 50 ans, on n'a aucune excuse. Mais la finalité de ce chaos généralisé, vous l'analysez comment? Un sauvetage du capitalisme, une tentative de pérenniser l'hégémonie américaine, voilà. Oui, en fait, la finalité, c'est le gouvernement mondial qui permettra d'unifier le fonctionnement du globe terrestre, puis de l'automatiser. Donc en fait, la finalité, on pourrait dire transhumaniste, l'idée c'est d'en finir avec l'espèce humaine et ses constantes anthropologiques qui nécessitent, qui sont en quelque sorte ce qu'on appelle la multipolarité. C'est-à-dire que l'espèce humaine n'est pas composée de clones, elle est composée de gens différents et qui s'organisent en communauté, en groupe, qui possèdent chacun une forme de souveraineté adaptée à l'environnement où ils se trouvent. Ça, c'est la forme d'existence normale. Au XVIIIe siècle, et peut-être même avant, mais on a les preuves pour ce qui est du XVIIIe siècle, des gens ont commencé à envisager une unification de tout cela sous un gouvernement mondial, donc un État mondial, et qui essaye de se mettre en place depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Comme ça ne se fait pas spontanément, parce que personne n'en a envie, sauf une toute petite oligarchie qui détient le capital, qui détient les moyens de le faire, parce qu'il faut des sacrés moyens, c'est une révolution mondiale. Donc comme effectivement personne n'en a envie, il faut l'imposer. Donc il y a plusieurs façons. On peut l'imposer par la violence, ou on peut l'imposer aussi par de l'ingénierie sociale,
qui est une violence, mais une violence qui fabrique le consentement à la violence infligée. Principe du hameçonnage. Et donc il y a donc la méthode douce, hein, le soft power, et puis la méthode dure, quand vraiment ça marche pas. Mais dans tous les cas, il s'agit de détruire. Détruire l'espèce humaine et ses constantes, hein, c'est-à-dire en gros une multipolarité de souveraineté locale. C'est comme ça que l'espèce humaine fonctionne depuis toujours. Et tout cela, bon, effectivement, pour homogénéiser et pour unifier tous les protocoles, toutes les normes, toutes les valeurs, toutes les cultures, au nom de quelque chose qui relève en fait d'un fantasme. Qu'on voit présent dans l'ésotérisme notamment, c'est-à-dire en fait créer le nouvel homme, créer en fait quelque chose qui dépasse l'espèce humaine et le golem, toutes ces choses-là. Tout ça prend ses sources en fait dans la Kabbale, dans le principe kabbalistique qui consiste à adopter le point de vue de Dieu, c'est-à-dire situé avant les différences. Donc la Kabbale consiste à essayer de réaliser l'idéal divin dans le monde, et donc en fait cela suppose d'abolir toutes les différences pour ensuite éventuellement donc abolir, donc détruire, hein, donc propager le chaos, hein, c'est une façon de faire, pour ensuite reconstruire peut-être quelque chose, hein, ou peut-être rien, on ne sait pas trop, mais en tout cas bon, là on est dans l'étape de destruction, l'étape, ce que Hegel appellerait, on pourrait dire, le moment antithétique, hein. Il y a une première thèse, il y a c'est-à-dire le monde, quoi, donné naturellement. Il y a une antithèse qui pourrait être, qui est ce moment de destruction, ou de ce moment, on pourrait dire, de subversion de la thèse. Et donc, on sait que les néoconservateurs américains ont été très marqués par l'hégélianisme. Eux-mêmes ont des liens aussi intellectuels avec l'ésotérisme juif, hein, par le biais de Léo Strauss. Il faut étudier tout ça, c'est très très intéressant. Et donc tout cela, bon, se combine dans une nébuleuse intellectuelle, mais effectivement, dont l'idée maîtresse, le mot-clé, c'est effectivement le chaos. De toute façon, il faut en passer par une étape de chaos total, hein, de destruction intégrale de toutes les formes de vie naturelles, données naturellement, pour tout reconstruire de façon artificielle, au moyen de l'argent, en fait. Ça revient à ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut recréer par l'argent un monde qui n'a pas été créé par l'argent. Hein, puisque, bon, qu'on soit croyant ou créationniste ou pas, de toute façon, là, à ce niveau-là, le point commun, c'est que le monde, enfin, l'origine du monde, c'est pas le capital. Soit c'est Dieu, soit c'est la nature, enfin voilà, bon. Mais, et là, l'idée maîtresse de la Kabbale, c'est on va détruire ce monde donné pour le reconstruire entièrement de manière numérique et au moyen du capital. Vous avez diffusé via le site Scriptoblog une série d'articles sur les événements du Maïdan en Ukraine. Vous êtes très critique sur les résultats de ce mouvement d'émancipation nationale. Et contrairement à certains, vous n'épargnez pas Pravi Sector. Pourriez-vous revenir sur le bilan réel du mouvement Euromaïdan? Et est-ce que pour vous, c'est une révolution qui n'a finalement été utile qu'aux seuls intérêts américains? Oui, le bilan est catastrophique. Hein. Et puis c'est objectif, quoi. Enfin, c'est tout simplement bon. Là, que se passe-t-il? Alors, dans l'est du pays, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu, hein, pour échapper donc à l'Union européenne, échapper en fait au monde occidental qui va les dévorer. Hein, donc, c'est vrai que bon, dans un premier temps, bon, on regarde ça, on se dit tiens. Ouais, on peut se sentir un peu proche, effectivement, je dirais des mouvements dits révolutionnaires. Et puis, bon, on sent bien au bout d'un moment assez rapidement qu'il y a anguille sous roche, que c'est une arnaque, hein, en fait. Donc, bon, là, on commence à faire des recherches et puis on se rend compte que ce qui se passe, bon,
Effectivement, en fait, ça remonte à 1945, au moment où des membres, des gens proches du nazisme ont été exfiltrés aux États-Unis et ensuite ont décidé de revenir en 91, donc après la fin du communisme, et mais avec le soutien plein et entier des États-Unis. C'est donc là je décris le mouvement de l'UNB, le parti fondé par Stepan Bandera et par son associé Jaroslav Stetsko, qui donc sont partis aux États-Unis ou sont revenus aussi ou à Munich, puisque Bandera est mort à Munich, donc côté occidental, pendant la guerre froide. Donc en fait tous ces allers-retours, tous ces mouvements migratoires sont tous ces déménagements en fait aboutissent à la situation actuelle en Ukraine, c'est-à-dire en fait des réseaux anticommunistes mais qui n'ont plus d'ennemis. Enfin, c'était justement un communiste qui avait dit aux Américains en 89, quand le communisme est tombé, nous allons faire quelque chose de terrible, nous allons vous priver d'ennemis. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour justement les Américains, l'État profond américain, ou du moins une partie qui donc en fait continue à être dans une dynamique d'expansion coloniale, du fait qu'il n'y a plus le prétexte du communisme qui était bien pratique pour mener des guerres coloniales au nom de l'anticommunisme. Maintenant il s'attaque à la figure de Poutine. On s'en fiche de Poutine. Poutine, c'est la partie visible d'un État profond russe, qu'on appelle le Kremlin, voilà. Et puis qui n'est plus du tout, qui n'est plus du tout dans le mode de fonctionnement soviétique. C'est devenu beaucoup plus. Il y a plus vraiment. On ne peut plus tirer prétexte de la lutte contre le communisme pour attaquer la Russie. C'est plus possible. À partir de là, il faut trouver de nouveaux prétextes. Mais finalement, c'est peut-être pas tant des prétextes que ça. C'est-à-dire que il se peut que les États-Unis soient sincères là-dedans. Par exemple, l'accusation d'homophobie du Kremlin, on peut se demander si c'est seulement un prétexte pour attaquer la Russie ou si Washington y croit vraiment. Il semble qu'ils y croient vraiment. Pour preuve, effectivement, quelque chose que j'ai trouvé et que j'ai mis dans un des articles, la manière dont on parle des transgenres dans l'armée au Pentagone. On peut critiquer la féminisation des armées, mais là on en est à la transsexualisation des armées, où Chuck Hagel, secrétaire d'État aux armées, a dit oui, il faut plus de transsexuels dans l'armée. Mais c'est une bouffée délirante, quoi. C'est de la folie. Pourquoi ? À quoi ça rime tout ça ? Donc là, il semble que ce soit plus simplement du domaine du prétexte. Ça devient vraiment très étrange. Parce que on pouvait penser aussi, il y a le thème du pink washing, qui est aussi donc une technique d'argumentation pour dénigrer un ennemi et en faire en quelque sorte pour le diaboliser, et qui a été inventé notamment par des think tanks israéliens et américains pour à la fin du communisme, réinventer un ennemi, un nouvel ennemi, donc qui n'est plus donc le communiste, le couteau entre les dents, mais qui sera l'homophobe. Voilà. Et sur cette base-là, donc, on essaie de justifier l'invasion de la Russie, parce que les Russes sont pas gay-friendly. Bon, alors il y a ça, et puis donc il y a aussi donc le choc des civilisations. Donc en fait, toutes les narratives, pour fabriquer un nouvel ennemi, donc puisque le communisme a disparu, donc on essaye d'inventer de nouveaux ennemis.
de manière semi-fictive. Bon, au bout d'un moment, à force d'en parler, bon, parfois, effectivement, on produit du vrai djihadiste, hein, en allant le chercher très loin dans les banlieues françaises, et et puis en les bourrant d'amphétamines. Et puis voilà, donc ça permet effectivement, bon, on en fabrique, c'est là aussi où c'est humoristique, parce que on nous dit oui, il y a 1000 djihadistes qui sont entre la France et la Syrie, etc. Bon, si les renseignements connaissent le chiffre exact, pourquoi, enfin, ils ont vraiment aucune excuse pour les laisser faire. Enfin, non mais ils se rendent même pas compte, en fait, parce que bon, le but c'est de faire peur aux citoyens, de faire peur à la masse. Mais le problème, c'est que pour faire peur, hein, il faut justement donner des éléments d'information, et en donnant des éléments d'information, les médias révèlent qu'ils ont les informations. Et donc en réalité, c'est parfaitement canalisé tout ça. Parfaitement rationalisé, et que en fait les filières de recrutement de djihadistes ou éventuellement de néo-nazis pour faire le coup de poing en Ukraine, bon, sont totalement connues, et puis en réalité maintenant ça se fait sur Facebook, hein. Faut voir Gaston Besson par exemple, qui est donc un ancien mercenaire et qui met sur sa page Facebook venez me rejoindre en Ukraine, on va lutter contre l'impérialisme russe. Bon, voilà, bon, en fait, là, il semble que les opérations clandestines, finalement, maintenant se déroulent au grand jour. Il n'y a plus besoin, et notamment Pravi Sector, qui, en fait, donc est le nom donné à une agglomération de groupes de combat qui existe depuis les années 90 et qui faisait partie donc des réseaux Stay Behind de l'OTAN. Et qui maintenant sont sponsorisés au grand jour, hein, puisqu'il y a eu des déclarations médiatiques de la Maison-Blanche et de Barack Obama pour dire on va donner 46 millions de dollars à la Garde nationale. La Garde nationale, c'est le nom, donc, le nom, on pourrait dire, je dirais un peu politiquement correct, hein, donné donc en fait au rassemblement de Pravi Sector et des divers bataillons Azov et autres. Donc voilà, bon, en fait, c'est vrai qu'on est à une époque où finalement tout se dévoile, hein, les choses apparaissent maintenant au grand jour. Les opérations clandestines ne sont plus clandestines, elles sont avouées. George Soros a dit lui-même sur un plateau de télé sur CNN qu'effectivement sa fondation avait joué un rôle important dans l'Euromaïdan. Victoria Nuland le dit aussi, hein, elle dit voilà, ça fait depuis les années 90, on a sponsorisé à hauteur de 5 milliards de dollars les mouvements d'opposition en Ukraine. Moi j'ai le souffle coupé, quoi, quand je vois tout ça. Ils avouent tout. Et puis en même temps, alors ils continuent. C'est ça le plus amusant, quoi. Bon, là, on est vraiment dans la double pensée, hein, Aujourd'hui, nous sommes à Grenoble, hein, ville symbole de l'innovation et des nanotechnologies. Donc comment appréhendez-vous un petit peu le monde connecté qu'on est en train de nous imposer, et est-ce qu'on n'a pas déjà basculé dans le fichage généralisé et le big data, quoi, finalement? Alors on y va, oui, effectivement, en courant là. Donc, il me semble que la technique soit dotée d'une vitesse, d'un mode de propagation autonome, hein, qui échappe à l'humain. C'est-à-dire que c'est un peu comme c'est-à-dire que dans la mesure où en fait personne n'a envie d'être soumis à un pouvoir extérieur, si ce pouvoir extérieur se dote d'une technologie qui va lui permettre de me contrôler, j'ai tout intérêt moi-même à développer aussi les contre-mesures, et donc cette technologie également. Donc là, c'est un peu comme la course aux armements, qui est en fait un principe de la théorie des jeux. C'est-à-dire que c'est plus fort que moi. C'est plus fort que la volonté humaine. C'est un principe, en fait, qui est un principe d'organisation des sociétés, qui fait que on peut pas y échapper, quoi, à moins d'accepter d'être dépassé et d'être
quelque sorte dominés, quoi, tout simplement, quoi. À partir de là, bon, comment se positionner là-dedans, hein, puisque c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que, bon, par exemple, on voit les Russes ou les Chinois qui développent des programmes de soldats du futur. Donc à base de cybernétique lourde voire même de transformation physiologique, hein, des individus pour les rendre plus résistants. Donc il semble que là pour le coup que nous ne puissions pas y échapper. Ça a l'air d'être plus fort que tout, parce que c'est-à-dire qu'en fait, si je ne veux pas rentrer dans cette course aux armements, en fait, qui est en quelque sorte l'autre nom, hein, de la course technologique, enfin des évolutions technologiques, puisque à la fin, c'est-à-dire que c'est toujours les militaires qui développent les premiers, hein, les technologies, qui ensuite passent dans le domaine civil. Donc en fait, tout ça est animé ultimement, enfin fondamentalement par la course aux armements, ce qu'on appelle la course aux armements. Donc il y a un principe effectivement donc de préservation aussi. Donc et comme la préservation, l'instinct de conservation, qui fait que je vais me doter d'armes aussi performantes technologiquement que l'ennemi, ou que éventuellement, enfin ou que les gens qui me font peur. On peut pas y échapper. Voilà, c'est vraiment une constante anthropologique là pour le coup. Mais c'est très ennuyeux. On peut pas y échapper, mais le problème c'est que on est obligé de se doter d'une couche prothétique, hein, d'une couche de prothèse technologique toujours croissante, et effectivement qui nous aliène, hein, non seulement psychologiquement mais aussi physiquement, parce qu'il y a des dommages collatéraux à cette couche technologique de prothèse. Très souvent il y a des effets cancérigènes, hein, déjà bon, pour commencer, et puis ensuite ça a aussi des effets sur le psychisme. Parce que on entre dans un univers qui n'est plus linéaire, où le sens, hein, le fonctionnement du sens n'est plus linéaire, il est plutôt hypertextuel et en quelque sorte diffracté, et ça a des effets sur le fonctionnement du cerveau. Hein, c'est-à-dire que l'attention, hein, la capacité de l'attention, c'est-à-dire la conscience, est modifiée. Dans un sens qui peut provoquer des pathologies mentales, et on voit ça chez les enfants, hein. Quand les enfants n'arrivent plus à concentrer leur attention, ils deviennent donc hyperactifs, ils ont des troubles de l'attention, hein, c'est un syndrome, et ça, alors bon, quand on est structuré parce qu'on est adulte, on peut quand même en souffrir, hein, parce que même si on est déjà structuré, contrairement à l'enfant qui ne l'est pas encore, eh bien bon, ça aura un impact sur notre sensibilité, sur notre cerveau. Donc en fait, bon, nous sommes contraints d'entrer dans une course aux armements en raison de notre instinct de conservation, mais cette course aux armements elle-même nuit à notre instinct de conservation. C'est totalement contradictoire, et je ne sais pas comment sortir de ça. Dans le même topic, les avancées technoscientifiques laissent entrevoir sous un vernis de ludique, de bien-être, les possibilités d'un humain augmenté. Est-ce que pour l'oligarchie au pouvoir, l'homme classique est devenu obsolète, et le transhumanisme n'est-il pas en train de passer de la science-fiction à la réalité concrète ? Oui, tout à fait, oui. L'humain augmenté, mais en fait c'est même le but c'est même d'aller au-delà de ça en fait, hein. C'est même pas l'humain augmenté, et c'est même pas le transhumanisme en fait, c'est la suppression, en fait c'est le grand remplacement, hein. Le grand remplacement des humains par les robots. Parce que bon, on parle en fait du grand remplacement du point de vue identitaire, ethnique, culturel, mais ça ce ne sont que des étapes intermédiaires. Donc faut pas trop se prendre la tête avec ça, hein. Je veux dire, c'est pas l'essentiel, hein. Le grand remplacement fondamentalement, si on regarde bien, c'est celui des humains par les machines. Le tout piloté par d'autres humains, hein. Évidemment, les machines ne sont pas autonomes et ne le seront jamais.
C'est pas possible, voilà, parce qu'il n'y a pas d'auto-survol de la conscience. C'est pas possible. Enfin, bon, après, je veux pas rentrer dans les détails, quoi, mais il y a des limites ontologiques, en fait, à l'intelligence artificielle, qui ne peut pas exister. Et si elle existe un jour, ce sera de façon totalement imprévisible. Bon, pour des raisons en fait, de fonctionnement de la pensée, ou alors il faut ou alors effectivement c'est du domaine, ou alors cette intelligence artificielle fonctionnera sur des bases totalement hétérogènes à celles de la pensée humaine. Donc on ne peut pas la modéliser dans ces conditions, on peut même pas la penser. Et là, il faut appliquer ce que disait Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Ça sert à rien puisque on ne fera que des approximations qui seront en fait des falsifications. Bref, là j'ai un peu dérivé. Oui, donc revenons au transhumanisme, oui, qui à mon avis, parce que bon, je suis là-dessus depuis une bonne quinzaine d'années, et en fait, comment dire, en poussant les logiques à leur terme, et au bout de 10 ans, 15 ans, on a le temps de le faire, on se rend compte que finalement, le transhumanisme, c'est même pas ça la fin en réalité. C'est la fin, c'est donc la suppression en fait, du maximum possible de l'espèce humaine par des machines qui elles-mêmes donc seront contrôlées par d'autres machines ou par quelques ingénieurs qui eux donc seront partie prenante du pouvoir, qui auront intérêt à ce que ça continue comme ça. À proprement parler, le transhumanisme, c'est encore un hameçon, hein. C'est-à-dire en fait, c'est encore une manière d'essayer de vendre quelque chose positivement, hein, avec l'idée que voilà, nous allons tous vivre 1000 ans, ou alors on aura des capacités augmentées, et puis on va en finir avec les maladies. Voilà, bon, c'est encore du progressisme, hein, la mythologie du progrès. Sauf que bon, on voit bien à l'usage, hein, à l'expérience, que la mythologie du progrès qu'on nous vend depuis le 19e siècle ne sert qu'à une chose, c'est à aliéner toujours plus. Hein. En fait, les gens sont pas plus heureux, bien au contraire. Je pense que les êtres les plus équilibrés, effectivement, vivent au fond de la forêt amazonienne. Enfin, même si, pour ainsi dire, il n'y en a plus maintenant, en fait. Mais quand on réfléchit bien, on est fait pour ça. On est fondamentalement la forme de vie, enfin, la forme d'organisation humaine qui nous convient le plus, c'est la communauté rurale autogérée. Voilà. Bon, après avec des variations de nombre, hein, évidemment, mais c'est de cette façon-là que l'être humain peut s'épanouir le mieux. Et puis bon, avec une mise en réseau de ces communautés rurales, etc., pour éviter l'endogamie et voilà, pour renouveler un petit peu le matériel génétique. Mais c'est pour ça qu'on est fait. Hein. En fait, c'est comme ça que les humains se sont développés pendant des milliers d'années. Voilà, donc tout ce qui va au-delà de ça est contre, fondamentalement, est dirigé contre nos constantes anthropologiques. Alors après, on peut effectivement se dire, bon, bah allez, liquidons l'espèce, passons à autre chose. Moi, quand j'étais transhumaniste, quand l'hypothèse m'intéressait, c'était un peu dans cette perspective-là que j'étais. Je me disais, on va liquider l'espèce pour mieux. Mais en fait, comme je disais, en réalité, c'est un hameçon. Ça, c'est pour, en fait, attraper des poissons. Mais bon, le problème, c'est que le poisson qui croyait faire un bon repas avec un asticot, c'est lui qui finit dans l'assiette. Voilà. Et donc, en réalité, le transhumanisme ne vise pas le transhumanisme. De la même façon que par exemple tout ce qui est autour du LGBT, les transsexuels, etc., ne vise pas la protection des personnes homosexuelles ou transsexuelles. En fait, là encore, ce n'est qu'un hameçon. Un hameçon pour nous emmener sur autre chose. Et c'est quoi cette autre chose ? C'est en fait voilà quoi. Enfin, ce que je disais, c'était en gros la dépopulation.
la dépopulation, bon, qui a été là, il y a même pas, en fait, c'est même pas une théorie. Enfin, on peut pas parler de théorie du complot puisque ça a été écrit noir sur blanc par un Malthus, par exemple. Voilà, donc je veux dire, bon, les choses sont dites officiellement, c'est enseigné à la fac. Donc, ce sont des programmes, voilà, qui sont appliqués. On sait que Bill Gates aussi travaille un peu là-dessus. Et puis, bon, après, donc, avec aussi une application de l'écologie, notamment l'écologie profonde, enfin la deep ecology, qui nous bassine avec donc le Gaïa ou je sais pas quoi. Bon. Alors évidemment, oui, les humains polluent, voilà, bon, d'accord, mais bon, c'est pas une raison pour éradiquer l'espèce humaine et puis laisser les animaux libres voilà. Voilà. Donc bon, au total, tout ça, on voit bien que le problème, c'est pas le transhumanisme en fait, c'est que le transhumanisme n'est pas transhumaniste. Gouverné par le chaos était un gros succès de librairie. C'est un ouvrage aujourd'hui reconnu un petit peu dans différents milieux d'extrême droite, d'extrême gauche. Enfin, tout le monde le reconnaît comme étant un livre intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire si une réédition est prévue et un petit peu le devenir de ce bouquin dans les semaines à venir? Ouais. Je rebondis là sur le succès auprès de quel milieu. C'est vrai que bon, à l'origine, c'était plutôt écrit pour un public dit de gauche ou d'extrême gauche, mais ça n'a pas du tout intéressé les milieux de gauche ou d'extrême gauche. Bizarrement, en fait, ça a intéressé les milieux dits de droite ou d'extrême droite. Bon. C'est bon, enfin je sais pas pourquoi en fait, mais bon, quand je l'ai écrit, bon, j'étais, enfin je sais pas, enfin je pensais, enfin quand je l'ai écrit, voilà, bon là je le revendique complètement quoi. Alors je précise que je suis pris dans une contradiction un peu insoluble, c'est-à-dire que je ne veux pas, enfin je pense que la politique souffre d'un excès de personnalisation et bon c'est pour ça que je ne veux pas le revendiquer, d'autant plus que bon il y a d'autres personnes qui m'ont donné pas mal d'informations et que bon si je fais un pourcentage de ma contribution dans le livre, c'est à hauteur de 80% à peu près, surtout qu'il y a beaucoup de citations, etc. Mais bon, simultanément, je le revendique et je le revendique pas, voilà, parce que bon, je pense qu'il faut essayer de s'exprimer le plus possible sans, enfin, il faut dépersonnaliser le débat politique. Ça me paraît essentiel pour éviter de tomber dans le piège des rapports de force personnels. Il faut essayer d'orienter le regard sur les faits et sur le réel. Et pour cette raison-là, donc, je pense que, enfin, j'ai du mal, je ne veux pas en fait le revendiquer. Donc je dis, pour moi, c'est un livre pour tout le monde qui doit vivre sa vie, mais en même temps, c'est vrai qu'à la base, bon, c'était plutôt destiné au milieu de gauche. En tout cas, bon, anticapitaliste. Bon, moi là-dessus, j'ai pas bougé, mais c'est l'échiquier politique qui a bougé. Il se trouve que maintenant, en fait, l'anticapitalisme est mieux défendu par le Front National, par exemple, que par le Front de gauche. Désolé, mais bon, c'est comme ça, quoi. J'espère que des gens du Front de gauche m'entendent et que des gens du NPA vont m'entendre et voilà, et qu'ils vont revenir sur des bases saines. Le NPA se revendique par anticapitaliste, c'est dans son nom même. Aujourd'hui, ce sont des pions du capital. Je veux dire, la première chose à faire pour lutter contre le capitalisme, c'est de rétablir du protectionnisme économique. Ça, c'est la base. C'est la base de la base. Et qui dit protectionnisme dit frontière, nécessairement. Et la base aussi de l'anticapitalisme, justement, c'est de lutter contre les dégradations éthiques produites par le spectacle et la consommation. Donc de réintroduire des limites comportementales, des limites éthiques. Donc le cœur de l'anticapitalisme, ça doit être de réintroduire de la limite de la frontière. Maintenant, si la gauche ne comprend plus ça du tout, c'est fini, quoi. Et aujourd'hui, qui réintroduit de la limite
comportementale et de la limite géopolitique, aujourd'hui c'est le Front National et une partie marginale de l'UMP. Qui restent authentiquement gaullistes, mais je ne sais pas combien ils sont en fait, c'est un peu les derniers des Mohicans. Voilà, bon. L'idée de gouverner par le chaos, c'était de montrer que l'anticapitalisme donc l'anticapitalisme, bien compris, correspond à l'ordre. On nous a bassinés pendant aussi très longtemps pour essayer de nous faire croire que l'anticapitalisme c'était le désordre et que le capitalisme c'était l'ordre. En fait, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Le capitalisme se nourrit du chaos. Il en a besoin, il se nourrit du désordre. Et tout ce qui réinjecte, réintroduit de la stabilité, de l'ordre, le terme étant un peu connoté, je préfère parler de stabilité. Mais sur le fond, c'est la même chose. Donc tout ce qui stabilise les systèmes, si on a, en termes de systémique ou de cybernétique, eh bien, en politique, ça a un effet, un impact anticapitaliste. Et bon, pour comprendre ça, il faut évidemment se nettoyer la tête totalement de l'idéologie post-68arde, qui est la vraie responsable de cette association entre anticapitalisme et désordre. Depuis les années 60, on croit que effectivement, il faut renverser toutes les limites. Il faut s'éclater, il faut jouir sans entrave, il faut donc ni Dieu ni maître, tous ces alors que justement donc l'effet d'un Dieu ou d'un maître, c'est de réintroduire une limite. Puisque donc on va en fait, l'ego ne peut plus connaître une inflation au-delà justement d'une certaine limite qui va être définie par le maître, qui donc peut vous sanctionner ou en tout cas poser un effet de surmoi. Le surmoi étant justement l'encadrement du ça, c'est-à-dire tout ce qui est pulsion et instinct. Le surmoi canalise la libido, l'énergie, qui est donc essentiellement l'énergie physique qui est très sexuelle. Cette énergie sera canalisée, donc limitée, et toute la critique du spectacle et de la consommation vise à réintroduire justement une canalisation de l'énergie au bénéfice de la sublimation, puisque c'est donc là pour ça que la psychanalyse m'intéresse, c'est-à-dire que Freud et Lacan surtout ont bien montré que le psychisme équilibré avait absolument besoin donc d'une limite et donc d'une canalisation et donc de frontières pour que l'identité puisse se constituer de façon équilibrée, de façon normale, ils ont montré aussi que la psychose, c'était justement quand la limite ou quand la frontière entre moi et l'autre est élevée, et avec des effets en fait invasifs, c'est-à-dire que je n'arrive plus en fait à me distinguer d'autrui. Quand je parle, je peux penser que c'est l'autre, que c'est vous qui parlez en fait. Et quand vous parlez, je peux croire que c'est moi qui parle. Ça, c'est un symptôme de psychose typique. C'est la confusion donc identitaire entre moi et l'autre. Et donc, dans une traduction, là, par exemple, c'est la confusion des genres. Enfin, théorie du genre, idéologie du genre, qu'il faut appeler par son nom, je dirais, clinique, c'est-à-dire théorie de la confusion des genres. Et donc vous ressortez une édition de Gouverner par le chaos. Oui, donc il y a une deuxième édition qui sort là, et donc avec une nouvelle préface. Et puis une mise à jour il y avait dans les notes en bas de page il y avait des liens qui étaient plus actifs, donc tout ça est réactivé, comment on dit ça, c'est up to date en anglais, c'est mis à jour quoi, voilà. Et donc alors la préface est à mon avis assez bien envoyée, je sais pas pour m'envoyer des fleurs, mais bon, c'est
Moi, je pense que bon, c'est un bon résumé en fait, hein, je pense de la situation actuelle. En fait, du point de vue de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire en gros, conflit triangulé par donc par un acteur de la situation qui adopte la position de la victime ou du sauveur. À partir du moment où, aux yeux d'autrui, vous êtes une victime ou un sauveur, la confiance ou l'indifférence, enfin plutôt la confiance règne. À partir du moment où autrui vous fait confiance, vous pouvez commencer à le pirater. Il s'en rend même pas compte puisqu'il vous fait confiance. Et pour gagner la confiance d'autrui, il faut être à ses yeux une victime ou un sauveur. Si vous êtes un bourreau, troisième pôle de la triangulation, évidemment, il ne vous fait plus confiance, puisque vous représentez une menace. À partir de là, vous ne pouvez plus pirater, puisque son système, son pare-feu, quoi, en fait, pour faire la métaphore informatique, son système de défense, là, sera érigé et vous ne pouvez plus rentrer. L'ingénierie sociale montre que pour pirater, le piratage se fait par abus de confiance. Enfin, le phishing, c'est-à-dire en fait le hameçonnage au sens du piratage informatique, c'est l'abus de confiance et pour ça, il faut soit gagner la confiance, soit gagner l'indifférence. C'est aussi une façon de faire, une nuance dans la procédure. Donc finalement, on a dressé un tableau assez sombre de notre époque. Est-ce que pour terminer, vous avez quand même des motifs d'espoir En fait, il faut se débarrasser de ce type d'attitude, l'espoir, etc., le désespoir. Nous n'avons plus le temps d'avoir des états d'âme. Quand vous êtes en train quand vous êtes frappé, est-ce que vous avez le loisir, est-ce que vous avez le droit d'avoir des états d'âme? Non, vous avez en fait, et spontanément, normalement, en fait, l'instinct de préservation prend le pilotage du comportement et vous vous défendez. Voilà, donc là, il n'y a que cela à faire, se défendre. Ça suppose de s'informer, etc. Voilà. Et surtout, mais faut bien se représenter une chose. Nous n'avons plus le temps pour les atermoiements et pour les grandes questions. Est-ce qu'on va survivre? Non, mais la question n'est plus là. La question n'est plus là. Maintenant, c'est comment on se défend et éventuellement comment on attaque. Il faut le faire de manière subtile, je dirais un peu à la russe. C'est-à-dire comment les Russes, comment le Kremlin ont géré la crise ukrainienne, tout en subtilité. C'est un peu à la façon de du sport de combat, le Systema, le biais contacti, Paluski, qui en fait consiste, c'est surtout de l'évitement en fait. Donc en fait cela consiste en fait à contourner les problèmes et à adopter des stratégies indirectes. C'est ça qu'il faut faire, à mon avis, parce que justement les puissances, les acteurs qui veulent nous entraîner dans le chaos veulent du conflit direct. Et s'ils obtiennent le conflit direct, ils obtiennent le chaos. Gouverner le chaos, c'est-à-dire reconstituer de la stabilité quand vous avez affaire à un fou qui veut vous entraîner dans la bagarre, cela suppose de l'endiguer, ça suppose de le contenir. Pour le contenir, il ne faut pas l'affronter directement. Donc il faut mettre en place en quelque sorte un endiguement, un contournement. Il faut faire ce que Brzezinski veut, Brzezinski en langue originale voulait faire et veut toujours faire avec la Russie. C'est-à-dire contenir l'ennemi. De toute façon, c'est pas très compliqué en fait. Pour comprendre ce qu'il faut faire, il faut juste s'informer sur les méthodes qui nous sont appliquées. Voilà. Une fois par exemple, chez Brzezinski, qu'est-ce qu'il veut faire à la Russie? Il faut faire la même chose. Puis c'est tout en fait. Je veux dire, ce sont des méthodes qui sont éprouvées. Il y a toute une littérature là-dessus en polémologie ou alors faire des sports de combat, parce que là c'est une excellente école. Là on voit physiquement comment se comporter dans un rapport de force, dans un conflit.
Et puis donc lire de la littérature stratégique, militaire, se cultiver sur tout ce qui est renseignement, technique de renseignement, enfin méthode, enfin bon, mon slogan c'est démocratiser la culture du renseignement. Il faut devenir soi-même des espions en quelque sorte, des agents de renseignement, des agents d'influence, des agents donc des spin doctors en fait, c'est-à-dire des professionnels du retournement. Et il faut donc retourner l'opinion. Donc tout ça pour créer donc en fait une alliance la plus large possible avec une ligne de front marquée, faire aussi appliquer la Carl Schmitt, c'est-à-dire désigner l'ennemi, désigner l'ami, et puis bon, il n'en parle pas trop, mais désigner l'allié aussi, qui est pas forcément l'ami, qui n'est pas l'ennemi non plus, mais à mon avis il y a trois acteurs, il y a trois pôles, encore une fois. Donc ça il faut le faire, il faut et puis ensuite s'organiser sur cette base-là. Moi je pense qu'il faut effectivement pour des raisons stratégiques, que la ligne de front soit entre, en gros, le transhumanisme, parce que personne ne peut soutenir ça. Je veux dire, ou alors, bon, enfin, quelques allumés, enfin, des universitaires ou des montrer qu'en fait le transhumanisme même, en fait, en réalité, bon, le but c'est le grand remplacement de l'humain par la machine. Et là, pour le coup, personne ne peut soutenir ça, en fait. Parce que bon, tant qu'on nous dit que les transhumains, bon, vivront 1000 ans, on peut se dire ah oui, c'est sympa, on vivra. Bon, mais c'est même pas ça le but. Ce que je disais tout à l'heure, c'est encore un hameçon. Le but, c'est la dépopulation, la suppression de l'espèce, ni plus ni moins, sans contrepartie positive. Et donc, une fois qu'on a établi que la ligne de front oppose en réalité les machines aux humains, bon là, on peut commencer à s'organiser en mettant de côté les petites différences. Enfin, ce que certains estiment que ce sont de grandes différences, la couleur de la peau, l'origine culturelle ou confessionnelle. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre ça sur le compte des petites différences, enfin ce que Freud appelait les petites différences narcissiques, que les manipulateurs essayent de maximiser, d'amplifier, pour ensuite trianguler des conflits. Donc pour détrianguler les conflits, il faut mettre les petites différences de côté et reconstituer la grande différence donc entre nous et la machine. Bon, ça a l'air un petit peu, peut-être pour certaines personnes un peu abstrait encore, mais on va voir. Déjà, ça a commencé. C'est que l'avancée de la machine est un processus, enfin, je dirais, enfin, qui est en cours. Il y a des avocats qui travaillent là-dessus, sur le droit des machines, enfin le droit des robots, pour accorder aux robots une personnalité juridique comparable à celle d'un humain. Donc quand des caissières commenceront en fait à s'énerver sur les lecteurs de code barre qui les remplacent, parce qu'il faut envisager des révoltes ludites, c'est-à-dire en fait des humains qui cassent les machines qui les remplacent. Ces gens-là seront accusés non pas de dégradation du bien d'autrui ou de la propriété privée, ils pourront être accusés d'assassinat parce qu'ils auront détruit un robot. C'est ça le but, en fait, et c'est pour, en quelque sorte, paralyser toute réaction possible face aux machines, en anticipant sur donc des révoltes ludites, antitechnologiques, qui auront lieu inévitablement, parce que c'est en cours. Entrez dans n'importe quel Monoprix, vous allez voir, il n'y a plus qu'une ou deux caissières, et sinon, bon, bah, vos produits, vous les passez sous un lecteur de code barre. Bon, et puis ça va être comme ça pour tout, y compris pour faire des enfants. Enfin, c'est le but en tout cas, c'est le schéma, l'algorithme. Sur cette base-là, donc effectivement, je pense qu'il faut créer une vaste alliance humaine contre les robots et les humains qui veulent nous remplacer par des robots. Puisque derrière les robots, ce sont encore des humains, malgré tout. En fait, le film Matrix est vrai et faux en même temps. Effectivement, c'est-à-dire qu'il ne montre pas les humains qui sont derrière la machine. Mais il y en aura toujours. Comme je disais, une intelligence artificielle vraiment autonome n'est pas possible, pour des raisons longues, mais... Oui, voilà, en fait, bon, des choses qui... je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on peut l'expliquer, quoi. Lucien Sorel, merci beaucoup pour la disponibilité.
Merci à vous. Merci, à bientôt.